Réseaux sociaux, une foire d'un point à haut débit, censés être des espaces de liberté, ils se sont transformés en deux zones de non-droit, désinformation, complotisme, contenu toxique, harcèlement. Quel cadre réglementaire pour contraindre les plateformes coupables de ces dérives? Chez Doukamdem, expert en réseaux sociaux et dans le fauteuil de l'invité, merci de nous faire l'honneur et l'amitié de répondre à notre invitation. Toujours avec plaisir. Alors à l'observation, on dira sur les réseaux sociaux, décidément, le meilleur côtoie le pire. En réalité, c'est tout à fait ça. Les algorithmes, en réalité, ceux qui nous proposent les contenus que nous voyons sur nos fils d'actualité, mélangent tous ces contenus. Mais il faut quand même dire que les algorithmes ont tendance à privilégier des contenus extrêmes, qui divisent, qui choquent. Et du coup, beaucoup de jeunes créateurs de contenu l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils s'adonnent vraiment à dessein pour avoir davantage de vues et de likes. Alors pour envisager de s'en passer, il faut réaliser quelle place les réseaux sociaux occupent dans nos vies. Sommes-nous devenus aussi dépendants de ces réseaux sociaux? Clairement, dans le monde entier, plus d'un humain sur deux est actif sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, encore plus. Les chiffres sont déjà autour de 5,56 millions de personnes actives chaque mois sur ces plateformes. Donc clairement, en termes d'économie, en termes d'apprentissage, en termes d'usage journalier, tout le monde se réveille et même dort avec les réseaux sociaux. Maintenant, d'un côté, cette dépendance doit aussi pouvoir nous permettre de bien cerner qu'on ne va pas tout donner notre vie sur Internet et encore plus sur les réseaux parce qu'il y a pas mal de dangers qui poussent justement les gens à aller un peu plus loin dans la création de contenu. À l'observation, les déviants se surfent désormais à haut débit. Comment expliquer que ces réseaux sociaux se sont très vite transformés en des foires d'empoigne? Alors en réalité, ce ne sont pas les plateformes en elles-mêmes qui apportent ces dérives. C'est justement qu'elles ont toujours existé, hein, que ce soit le cyberharcèlement, les discours de haine. Ces plateformes en fait profitent de leur force de viralité, la propagation très rapide de l'information, pour montrer à suffisance que les contenus seront visiblement partout. Ces contenus justement jugés négatifs. Mais en réalité, ce ne sont pas eux ou elles, ces plateformes, qui apportent ces déviances. Ce sont bien les utilisateurs qui sont au début de l'action. Moi, j'aime souvent dire que les jeunes ont des smartphones intelligents, mais très peu leur apprennent à devenir des utilisateurs intelligents. Alors comment parvenir à la régulation? Est-ce possible? Est-ce qu'il y a des mécanismes de contrainte de ces plateformes-là? Bien sûr, il y a déjà, parmi les méthodes qui existent, qu'on voit souvent, c'est le blocage, mais ce n'est pas forcément toujours recommandé parce que derrière, il y a des gens qui vivent de ces réseaux sociaux en termes d'utilisation économique. Maintenant, moi, je pense plus pour une régulation et une responsabilité de tous les acteurs, que ce soit les plateformes, les gouvernements, les parents et les enseignants. Surtout les parents, parce que généralement, les parents sont beaucoup au fait de la vie scolaire de leur enfant, mais très peu au fait de la vie numérique de leur enfant. Ils sont tous sur les réseaux sociaux. Ils utilisent parfois mieux même ces plateformes que leurs parents, mais les parents, des fois, n'ont pas conscience qu'il y a une possibilité d'émettre des contrôles parentaux, par exemple sur TikTok, Instagram ou encore Facebook. Il est possible pour ces parents de contrôler, parce que si vous ne le faites pas et que vous n'essayez pas d'éduquer vos enfants, ils vont toujours, malgré les interdictions, contourner par des réseaux comme le VPN pour avoir accès à des sites peut-être illégaux et continuer malheureusement à diffuser de la haine ou de l'harcèlement sur Internet. Alors, cette vie dans ce monde virtuel a bien des conséquences réelles dans notre quotidien. Bien sûr, la notion de e-réputation en est la preuve, c'est-à-dire que vous avez votre image en ligne qui rattrape souvent dans le réel. On a vu beaucoup de candidats, par exemple, à des offres d'emploi se faire recaler parce qu'ils ont donné des propos assez jugés contraires au job description auquel ils postulaient. Qu'on a même d'autres personnes qui ont des emplois et qui malheureusement, des faits numériques viennent les rattraper. Des gens qui se font filmer parce que maintenant c'est un peu la mode. On filme les gens en route et on ramène ça sur Internet. Du coup, l'image de quelqu'un qui n'était même peut-être pas présent va le retrouver sur Internet et du coup, on peut le rattraper dans la vie réelle. Donc malheureusement ou heureusement, la e-réputation est là aussi pour vous dire que l'image de vous en ligne compte dans votre vie réelle. Vous qui êtes expert des réseaux sociaux, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le Cameroun fait assez pour pouvoir assainir cet espace virtuel? Alors, je pense qu'il y a déjà des lois, il y a également des organismes qui permettent justement d'éduquer et davantage de réguler, mais je pense qu'il faut encore aller un peu plus loin. On dira le corpus juridique, il est beau, mais maintenant l'applicabilité, l'implémentation, est-ce que c'est effectif? Je pense qu'il y a des gens qui sont sous le coup de la loi pour certaines actions, notamment les cyberharcèlements ou les discours tribalistes. Mais je pense que ça doit commencer à l'école. Parce que moi, si on ne commence pas dès la base et qu'on essaie juste de sanctionner des gens sans leur expliquer, comme on explique aux gens clairement comment traverser une route,
On doit pouvoir les apprendre à naviguer sur Internet. On doit pouvoir aussi dire aux gens clairement que voici les réseaux sociaux. Ne pas en faire un sujet tabou dès les premiers cours dans les écoles ou dans les universités ou même les lycées, mais pouvoir les intégrer pleinement dans les cours et apprendre aux enseignants qui doivent généralement avoir ces sujets-là avec leurs apprenants pour leur dire clairement que sur Internet, vous avez des droits et vous avez aussi des devoirs. Alors il faut donc promouvoir l'éducation au TIC. Clairement. C'est Et encore fondamental. plus, pour moi, c'est même l'un des piliers fondamentaux, que ce soit à l'école et à la maison. Les parents doivent être impliqués parce que beaucoup de parents sont souvent mis en marge de cette éducation numérique. Ils laissent tout le soin à l'école de le faire. Or, ils sont généralement au contact premier de leur enfant à la maison. Et c'est généralement même eux qui offrent les smartphones. Donc clairement, ils doivent pouvoir en offrir un outil, pouvoir savoir comment fonctionne l'outil et pouvoir le réguler dans les mains de leurs enfants. Chedjou Kamdem, expert en réseaux sociaux, merci d'avoir répondu à nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie. Et cette histoire, justement,